Salut, c'est Jordan. Je sais, ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo, donc je vais essayer de me rattraper un petit peu. J'ai beaucoup de travail. Bref, l'idée, c'est ici, avec cette vidéo, de t'apprendre à écrire un poème en alexandrin avec deux grands principes que je vais bien sûr expliciter. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais peut-être qu'effectivement, toi, tu as des difficultés bien à écrire un poème, des difficultés à ce que ça sonne bien, à ce que ça soit lisible, à ce que les gens même te comprennent. Et je vais te donner quelques petites astuces à travers cette vidéo qui vont te permettre tout simplement d'améliorer ton écrit, ton œuvre, tes vers tout simplement, et puis l'alexandrin. Eh bien, c'est vraiment un vers à part entière. C'est un petit peu le vers des maîtres, le vers des... Alors quand je dis maîtres, c'est vraiment des grands poètes, de ceux qui ont maîtrisé un petit peu la langue française. Je pense à Victor Hugo, je pense à Charles Baudelaire, à Rimbaud, à bien d'autres. Non, pas Verlaine, pas lui s'il vous plaît. Voilà, c'est vraiment l'idée avec l'alexandrin que c'est le vers noble. C'est le vers noble parce que il y a 12... c'est en fait la métrique à 12 pieds. C'est vraiment cette idée avec l'alexandrin que le 12, que ce soit dans toute la tradition occidentale, en fait, le 12 est vraiment un nombre sacré. Donc, l'alexandrin, ça tombe bien, c'est quelque chose qui vraiment sonne très très bien quand on l'utilise en poésie. Donc, je vais te donner ici deux grands principes et je vais bien sûr les expliciter. Le premier principe, vraiment fondamental, c'est de travailler chaque vers comme si c'était un univers à part entière. C'est vraiment comme si c'était un monde qui se suffit à lui-même. Alors comment on va faire ça? Donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Baudelaire, j'ai plus de souvenirs, je vais pas tout écrire, mais j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. J'ai plus de souvenirs, bah si en fait j'écris tout, que si j'avais 1000 ans. Bon, on va l'écrire comme ça. Voilà. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Bah, ce vers, il se suffit à lui-même. C'est une phrase, on peut mettre un point, il y a un début, il y a un sujet, un verbe, un complément, voilà, on comprend tout, on comprend le sens, et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que en un vers, déjà, Baudelaire, eh bien, il va te donner une ambiance, en fait. Et c'est ça que j'entends par univers, c'est vraiment l'ambiance. C'est ça qui est fondamental, c'est dès que tu commences ton poème, parce que tout se joue au début, tout se joue au premier vers. Et c'est ça qui est fondamental, c'est que directement, tu crées une ambiance avec le premier vers, avec ce premier alexandrin qui déjà te montre l'énergie du poème, l'ambiance, l'atmosphère, et qui fait entrer véritablement le lecteur dans ton poème. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, une personne découvre un nouveau lieu. Et évidemment, sa première impression, elle sera fondamentale. Donc la première impression doit vraiment être forte, en fait. Une forte première impression. Ça, c'est vraiment capital quand tu crées un poème. Donc ici, Baudelaire, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Bon, déjà, ça claque, quoi. Tu vois, tu te dis, putain, le mec, ok. Donc, tu vois, déjà, ça sent la nostalgie, ça sent la mélancolie, ça sent le spleen. D'ailleurs, le poème s'appelle Spleen. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de... c'est vraiment cette idée d'ambiance, en fait, qui va vraiment être très, très intéressant. Donc, première chose, créer un univers. Et comment on fait ça? Eh bien... faut que le vers se suffise à lui-même, en fait. Comme une sorte de punchline ou un aphorisme, ou voilà, une phrase comme ça, courte, qui claque et qui est brute, qui est cash. C'est vraiment ça qui compte et c'est vraiment ça qui est important ici. Et pour justement créer une ambiance, créer un univers en seulement un vers. En un vers, c'est l'exercice que je te propose, en un vers, tu vas vraiment essayer de faire rentrer la personne dans l'univers. Si je prends un autre exemple, je peux t'en donner plein. Si je prends l'exemple de Rimbaud, comme je descendais des fleuves impassibles. Bon, déjà, tu vois, le mec, il est en voyage, tu vois. Le mec, il est en train il est dans la course, c'est ce qu'on appelle in medias res, c'est-à-dire vraiment dans l'action. Comme je descendais des fleuves impassibles. Donc tu vois déjà, il y a une idée de liberté derrière. Tu vois, les fleuves, la mer, l'illimité, l'immensité. Voilà, t'as tout ça derrière. T'as toute cette ambiance de l'été, voilà, de la plage, etc. Hein, tu vois, c'est ça qui est grand, qui est fort avec les grands artistes. Un vers se suffit à lui-même. C'est vraiment ça qui est vraiment fondamental avec l'ambiance et ce premier vers ici. Donc travaille chaque vers comme si c'était un univers à part entière, que le vers se suffise à lui-même, comme une punchline, un aphorisme. Et puis, donc je t'ai donné les exemples avec Rimbaud et avec Baudelaire. On passe au deuxième cas de figure. Alors,
tout ça, tu vas pouvoir le retrouver à travers une mind map. Hein. Tu télécharges ça en description, c'est gratuit, il n'y a pas de mail à te donner, il n'y a rien, j'ai rien à vendre. Donc tu te sers, il n'y a pas de souci, c'est fait pour toi. Deuxième chose, un vers où chaque mot est à sa place. Très important. Un vers, alors j'écris comme voilà, où chaque mot est à sa place. Fondamental. Fondamental, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, si tu veux créer de la richesse, si tu veux créer du sens, vraiment que ça soit profond, eh bien, tu ne peux changer dans ton vers aucun mot. C'est ça qui est fondamental. Même pas une virgule. André Gide disait, je ne sais plus à qui d'ailleurs, dans une de ses lettres, si je change une seule virgule, eh bien, tout le sens est changé. Ça, c'est magique, c'est magnifique. Ça veut dire que le mec, c'est vraiment un grand artiste, un grand écrivain, que lorsqu'il écrit, eh bien, tout est à sa place, tout est parfait. C'est ça qu'on doit rechercher. Bien sûr, pas la perfection, mais l'idée que tout doit être en harmonie. C'est vraiment ça qui est fondamental ici. Et comment créer cette harmonie ? Eh bien, il y a plusieurs choses. C'est que, déjà, on va chercher à ce que chaque mot soit utile. Qu'est-ce que j'entends par utile ? Porteur de sens. C'est ça qui est fondamental ici. Vraiment, le mot doit être porteur de sens et ce sens doit être vraiment fort. Alors c'est une flèche. Hein. Doit être fort, doit être capital. C'est vraiment cette idée ici qui est très très intéressant et très fort. C'est-à-dire que chaque mot est à sa place. Et pourquoi le vers j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans est fort et si puissant, c'est parce que chaque mot est à sa place et qu'on ne pourrait pas changer de mot dans ce vers. Si on change un mot dans le vers, bien sûr, ça va changer la puissance, ça va changer l'ambiance, l'atmosphère, et on va pas retrouver du tout la même idée. Donc ça, on va faire vraiment attention à l'harmonie, aux mots porteurs de sens. Chaque mot est porteur de sens, et on écrit comme si on ne pouvait remplacer aucun mot dans ce vers. Troisième chose à te dire. Là, écoute bien, c'est important, c'est subtil, c'est hyper important, c'est ce qui va te faire passer à un niveau au-dessus. Un vers qui renferme un monde rempli de sens et de symboles. On retrouve cette idée donc que chaque mot est porteur de sens, mais encore davantage, c'est le vers qui ici va être porteur de sens et de symboles. C'est-à-dire que le mot, c'est un sens. Tu peux mettre voilà, chaque mot est porteur de sens et de symboles. Si je prends par exemple si je parle de Chronos, au niveau de la mythologie grecque, je parlais du temps qui passe, ce côté très nostalgique. Quand Baudelaire, il écrit « Le temps mange la vie », il parle de ça, il fait référence à ça, à la mythologie grecque, à la mythologie de sa tradition. Et c'est ça que je t'invite à faire. C'est-à-dire que chaque vers, eh bien, va pouvoir nous renseigner sur des références. Donc je t'invite à faire des références comme Baudelaire ici avec Chronos, avec le temps. Je t'invite à faire des sous-entendus pour que chaque personne instruite, qui connaît un peu sa culture, puisse lire entre les lignes. Voilà, faire plein de choses comme ça qui vont donner une profondeur à ton texte, à tes vers, vraiment à ton poème. Hein. Et puis voilà, ça va... Les gens, en fait... Alors, je te demande pas non plus de charger trop. Parce que ça, après, voilà, ça fait très érudit, mais on perd l'émotion, c'est un peu dégueu. Et vraiment, c'est l'idée ici. Tu ramènes le tout à la profondeur, une ou deux références de temps en temps. Voilà. Et vraiment, l'idée que, ok, ah oui, d'accord, il a voulu dire ça, etc., c'est cette idée-là qui va être intéressante. Quelque chose qu'on voit souvent en Chine, Chuang-Tzu, donc celui qui on va dire, a fondé le taoïsme avec Lao Tzu, il parle d'un papillon qui du rêve, ou de l'homme ou du papillon rêve, etc., qu'il est un papillon. Est-ce que c'est le papillon qui rêve qu'il est un homme ou l'homme qui rêve qu'il est un papillon ? Bon voilà, et du coup, durant toute l'histoire de la Chine, tous les poètes se sont servis de ce côté éphémère de la vie, du côté illusoire, du rêve, du papillon, et se sont servis, même les plus grands poètes, Basho, Lei Bai, etc., même les poètes japonais, se sont servis de cette référence pour écrire leurs textes et donner vraiment de la profondeur, donner vraiment... du sens en fait, et que ce soit symbolique, et non pas que ça reste au plan vraiment
concret, vraiment à ras du sol, au ras des pâquerettes, voilà, c'est le mot que je cherche, mais vraiment qu'on puisse s'élever, qu'on puisse élever l'esprit, parce que l'art, la poésie, c'est ça son but en fait. C'est vraiment de pouvoir élever l'esprit, de pouvoir nous dire ok, je tutoie les anges à travers les figures symboliques, à travers les figures poétiques, à travers la poésie et l'art de manière globale. Donc ça, c'était le premier point, donc les trois techniques, on va dire, de ce premier point. Travaille chaque vers comme si c'était un univers à part entière. Encore une fois, tu pourras retrouver cette mind map en fin de rien du tout, en bas de la vidéo, dans la description. La deuxième chose que je voulais te parler, la musique. La musique, alors il y a un certain Paul Verlaine, que je déteste, qui a dit quelque chose d'intéressant, quand même. La musique avant toute chose, voilà. Et ça, c'est intéressant. Alors lui disait, pour cela, préfère l'impair. Bon, il écrivait pas du tout en impair, hein, il écrivait la plupart du temps avec des alexandrins. Donc il faisait pas du tout ce qu'il disait, mais ce qu'il dit est très intéressant. C'est-à-dire, la musique, quand je dis musique, bien sûr, c'est la musicalité, hein, est fondamentale, est fondatrice, parce que on peut pas écrire si c'est pas musical. Alors, avant toute chose, la poésie, donc on dit souvent, ça vient entre guillemets des muses. Les muses, c'est la musique. Hein. Ça a donné la musique. Donc c'est vraiment cette idée que la poésie était lyrique en fait avant tout. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagné d'une lyre. Donc c'était encore une fois la musique. Voilà, donc ça c'est vraiment fondamental. La musique avant toute chose. La musicalité doit être travaillée. Comment on va travailler la musicalité? Alors, on va faire quelque chose qui n'est pas évident, je te l'accorde. On va travailler la langue. Travailler la langue comme si on était un artisan, comme un artisan. Et ça, je te demande vraiment de ne plus être de plus te dire je suis un poète, je suis un artiste, mais un artisan. Ça va tout changer en fait. Pourquoi? Parce que l'artisan, qu'est-ce qu'il fait? L'artisan, il répète. Alors attends, je change mon stylo. Artisan, il va répéter le mouvement, la technique, le mouvement, les gestes, jusqu'à trouver une excellence, jusqu'à se distinguer en fait. Et c'est ça que je vais te demander de faire. Jusqu'à que tu puisses te distinguer. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que on va pouvoir travailler la langue comme si c'était une nouvelle langue. Comment on va faire? On va chercher à réinventer le sens des mots. Alors je sais, ça paraît être un truc de fou comme ça, et ça l'est. Hein. C'est vraiment ça que pour moi le plus beau dans la poésie. Alors c'est pas barré, c'est souligné. Le plus beau dans la poésie, c'est ça. Pour moi, c'est... Et comment tu vas faire ça? Comment tu vas réinventer le sens des mots? Par l'agencement, tout simplement, et l'alliance des mots. Donc ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'agencement et l'alliance des mots, c'est-à-dire en fait que tu vas agencer les mots comme ils n'ont pas l'habitude de l'être, où tu vas allier des mots qui n'ont rien à faire ensemble. Alors bien sûr, il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit harmonieux, tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment à la fois de surprendre le lecteur, à la fois de créer du sens à travers de la nouveauté. L'art, disait Rimbaud, doit être nécessairement moderne. Ça, c'est fondamental, on est en haut. C'est fondamental, l'art doit être moderne. Ça, c'est vraiment capital, Rimbaud disait ça, et effectivement, c'est quelque chose qui va nous intéresser si on veut progresser dans notre art. Dernière chose, très intéressante, pour la musicalité, encore une fois, on va laisser couler la fluidité des mots. Il faut que ça soit fluide. Il ne faut pas que ça soit saccadé. Il ne faut pas que ça soit... alors on peut faire saccadé de temps en temps pour, on va dire, accentuer, pour souligner certains aspects. Si on parle de rugosité, enfin quelque chose de rugueux, je ne sais pas comment on dit. Si on parle de quelque chose qui est un peu vieilli, un peu ridé, un peu poussiéreux, là on va pouvoir s'amuser. Mais sinon fluide. Il me semble que c'était Fujiwara
Fujiwara no Teika, il me semble, donc un grand poète, immense poète japonais, un des plus grands poètes japonais du tanka. Il disait, il me semble que c'est lui qui disait ça, faut que je me renseigne, il faut que je me vérifie, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est lui. Il disait que le tanka, donc en gros c'est la poésie, hein, au Japon, il l'appelle le tanka, la poésie doit couler comme une goutte d'eau qui descend d'une branche ou d'une feuille. Voilà, donc c'est vraiment cette idée de la goutte qui descend, et ça doit être fluide, vraiment. C'est vraiment cette idée de fluidité. En fait, un poème, c'est comme de l'eau. Et l'eau, ça s'adapte à son contenant. Voilà, donc ça, c'est vraiment fondamental. L'eau s'adapte à son contenant, donc on va vraiment chercher à ce que le poème s'adapte à ce qu'on veut dire, à ce que ce soit fluide, et que le poème, ce ne soit non pas alors ça c'est fondamental, que ce soit non pas le lecteur qui s'adapte au poème, mais l'inverse, que ce soit le poème qui s'adapte au lecteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme si le poème, eh bien, était écrit pour le lecteur. Et ça, c'est fondamental. Alors, quand tu arrives à faire ça, c'est le jackpot. Ton poème est bien sûr extrêmement réussi puisque tu viens de toucher le cœur du lecteur et tu viens de créer un écho dans son esprit. Et c'est vraiment ça qui est fondamental. Parce que la poésie, je vais finir sur ça, petite touche un peu philosophique, a un but. La poésie pour moi, hein, c'est très personnel, a un but psychagogique. Alors c'est un mot chelou, psychagogique, boum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la poésie entraîne chez le lecteur une émotion, que cette émotion entraîne un éveil de la conscience, c'est-à-dire une prise de conscience en fait, et que cette prise de conscience lui permette finalement que ce soit minime aussi, ça peut être très minime, et souvent ça l'est, un changement dans sa vie. Donc vraiment, quand Bernard Werber il dit l'écriture change la vie, bah ouais, là clairement, parce que ça c'est vraiment l'idée que là, ça va changer la personne. L'idée c'est pas de transformer les gens, voilà, c'est que on va toucher les gens et que ces gens vont pouvoir améliorer leur existence en se bougeant les fesses par exemple, en écrivant s'ils veulent devenir écrivains, etc., etc. C'est vraiment cette idée qui est fondamentale. La psychagogie, c'était le but de Platon. Pour lui, la philosophie, ça devait être un but psychagogique. Bah, pour moi, c'est la poésie. Pour moi, c'est la poésie, voilà. Et puis d'autres choses en spiritualité, ésotérisme et tout ça, mais la poésie, pour moi, a vraiment ce but-là de psychagogie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, écoute, tu peux retrouver la mind map qui va récapituler tout ce qu'on a vu ici dans cette vidéo. Et je te souhaite une excellente écriture, beaucoup d'inspiration, beaucoup de travail. N'hésite pas à m'envoyer tes textes, non pas par mail parce que je réponds plus aux mails, mais en commentaire de cette chaîne, de cette vidéo. Et puis, voilà, j'ai rien à te vendre, donc je te dis ciao!